Bonsoir. Ça, vous êtes en... Est-ce que vous êtes en forme encore? Oui, super. Alors, on a fait du LaTeX, on a fait du C++. C'est le tour de Python. Et je vais anticiper directement la question qu'on a fait à Titouan tout à l'heure sur pourquoi je fais cette conf. Parce que en vrai, c'est une vraie question. En fait, un jour, j'ai découvert Python. Je devais être quand j'étais en prépa, j'ai fait du Python en prépa. J'ai creusé un peu le sujet, j'ai creusé. Et un jour, j'ai découvert que il y avait plusieurs interpréteurs Python, comme il y a plusieurs compilateurs de C par exemple. Et j'ai décidé de comprendre comment marchait l'interpréteur PyPy, qui est l'objet de cette conférence. Et en fait, comme c'est un truc que je comprenais pas du tout, je me suis dit, bah, le meilleur moyen de le comprendre, c'est de réussir à l'expliquer. Ok. Le meilleur moyen de réussir à comprendre une chose que je comprends pas, et bah, c'est de réussir à l'expliquer à des gens. Du coup, l'année dernière, j'ai fait une conférence à la Nuit de l'Info aussi. Bah, c'était la même en fait. Et j'expliquais comment ça marchait l'interpréteur PyPy. Et là, on m'a demandé de faire. Enfin, on cherchait des gens pour faire une conférence. Et du coup, je me suis dit, c'est reparti. J'ai un peu revu la conférence. Et vu que le but c'est d'expliquer à des gens, j'essaie de la faire la plus pédagogiquement possible. Donc, on va repartir des bases de Python. Qui a déjà codé en Python? Ok, donc on est bien parti. Ah non, c'est vrai, j'ai une super télécommande. Alors, on va parler un peu de Python en général au début. Ensuite, on va parler de l'implémentation de références que tout le monde utilise, donc c'est Python. Et ensuite, on va voir qu'est-ce que c'est l'interpréteur PyPy. Alors, Python, c'est un langage interprété qui a été développé en 1989 par un Hollandais qui s'appelle Guido van Rossum. Et c'était en décembre, pendant ses vacances de Noël, il savait pas quoi faire. Et il s'est dit, ok, j'ai développé un nouveau langage. Et en 2 semaines à peu près, il a fait une première version de Python. Et en 1991, il y a la première version de Python, la première version officielle qui est sortie. Voilà, du coup, ça fait que Python a 30 ans et est 20 ans plus jeune que le C. Pour vous donner un ordre d'échelle. Voilà, donc vu que Python est un langage interprété, il y a une REPL. Est-ce que vous savez ce que c'est une REPL? C'est quoi une REPL? Bah, je redirai ce que tu dis. Voilà, donc Martin nous dit qu'une REPL, c'est un petit programme qui lit ce qu'on lui donne en entrée, qui l'évalue et qui l'affiche. Alors REPL, ça veut dire Read Eval Print Loop. Pour les engins qui sont en train de faire 42 SH, normalement vous voyez très très bien ce que c'est, parce que en fait tout interpréteur est une REPL. Donc par exemple il y a JavaScript, c'est aussi une REPL. Quand vous êtes dans votre console sur Firefox par exemple, bah, vous pouvez taper des commandes dans la console, et en fait c'est du JavaScript et c'est une REPL. Le shell c'est une REPL, Python on peut l'utiliser aussi en mode interactif, et bah, c'est une REPL. Python est orienté objet, dynamique, voilà. Et donc là, on a les grandes classes de Python. Comment est-ce qu'on pourrait le définir comme langage? Et ce qui fait que c'est un langage qui est aussi utilisé aujourd'hui. Et je crois, alors si on regarde le dernier sondage Stack Overflow de l'année 2021, je crois que c'est le langage le plus utilisé qui a détrôné Java ces dernières années. Et pourquoi est-ce qu'il est aussi utilisé? Parce qu'en fait, il y a une super grande communauté qui est très active. La première chose qu'on pourrait regarder, c'est PyPI ici. C'est le Python Package Index. Alors comme ça vous dit rien, mais en fait, quand vous faites pip install, je sais pas moi, pip install numpy par exemple, et ben en fait, ça va chercher dans le Python Package Index les modules. Donc en fait, PyPI, c'est
là où il y a tous les packages qui existent. Donc voilà, donc tout le monde utilise le Python Package Index. Les PEP, c'est les Python Enhancement Proposal, et c'est là où tout le monde peut faire des propositions d'amélioration pour Python. Donc contrairement au C++ où il y a seulement un petit groupe de personnes qui peut le faire, là tout le monde peut faire des propositions. Bien sûr, elles sont revues et vous pouvez pas proposer n'importe quoi. Qui connaît la PEP 8? Ok, il y a quelques mains qui se lèvent. Pour ceux qui ne savent pas, la PEP 8, donc c'est la. Alors les PEP sont pas faites dans l'ordre, hein. Là en ce moment, il y a, je sais pas, la dernière PEP qui existe, c'est la PEP, je sais pas moi, 3500. Ça veut pas dire qu'il y a eu 3500 propositions qui ont été acceptées. Elles ont un ordre un peu bizarre. Mais la PEP 8, c'est la PEP qui définit la coding style de Python, qui est utilisée partout. Donc si vous codez du Python, normalement vous devez respecter la PEP 8. Et une des choses qui est commune, par exemple, c'est indentation 4 espaces. Enfin, chaque niveau d'indentation fait 4 espaces. Voilà, donc ça c'est défini dans la PEP 8. Et The Zen of Python, ça c'est un truc qui définit un peu la philosophie de Python. Et vous pouvez le voir en fait, il y a un petit historique dans l'interpréteur. Donc je lance mon interpréteur Python. Ah. Donc Python 3.9, voilà. Si je fais ça, il se passe quoi? Import 10. Comment? Bah en fait il y a The Zen of Python. Alors c'est du troll, ouais on va dire. Et du coup en fait c'est une vingtaine de règles de. Quand on code en Python, on est censé respecter ces règles. Enfin, on est censé respecter ces règles. Voilà, Python a été codé et, en suivant cette philosophie. Voilà. Donc intéressant à regarder. Si vous savez pas comment, si vous vous posez la question, ah est-ce que ça c'est vraiment pythonesque, et ben vous faites import 10, vous lisez les lignes là et vous dites ah ça c'est bon. Par exemple, error should never pass silently, ça veut dire que si vous avez un truc qui marche pas, vous faites pas ah je m'en fous. Non, vous faites raise exception. Ok. Du coup, Python, c'est un langage interprété. Et ça implique une chose, c'est que pour faire un langage interprété un peu rapide, enfin qui est assez complexe en Python, il y a besoin de faire des optimisations. Par exemple, en shell, quand vous faites votre 42SH, vous n'avez pas de machine virtuelle. En fait, l'environnement du shell, il y a quelques variables globales que vous pouvez exporter dans votre shell, mais c'est à peu près tout. Donc en fait, c'est assez simple. Il n'y a pas besoin de gérer de mémoire, il n'y a pas besoin de gérer des trucs complexes. Quand on fait du Python, il y a plein de trucs. Par exemple, vous n'avez pas besoin de gérer la mémoire. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, l'interpréteur gère la mémoire à votre place. C'est pas magique. Ça s'appelle un garbage collector. Et il y a plein de choses comme ça qui se passent. Et ça s'appelle une machine virtuelle. JavaScript, c'est pareil. Parce que c'est un langage compliqué et en fait, il y a une machine virtuelle. Java, il y a aussi une machine virtuelle. Et qu'est-ce que fait cette machine virtuelle? On pourrait se dire qu'elle interprète directement du Python. Sauf qu'en fait, ça serait trop lent. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on lit une ligne, il faudrait la lire, l'évaluer, etc. et afficher des choses. En fait, la ligne elle est plutôt transformée en bytecode une seule fois. On interprète le code une fois, ça fait du bytecode. Et c'est la machine virtuelle qui l'interprète. Je reviendrai dessus après, vous inquiétez pas. Il y a des trucs trop cool qui s'appellent les Magic Functions. Voilà, je vais pas trop détailler parce que sinon ça durerait 3 plombes. Par contre, je vais plus parler de l'introspection et de la programmation orientée objet dynamique. Quand on fait du Python, en fait, tout est objet. On entend souvent dire que Java c'est un langage objet où tout est objet. En fait, Python ils font les choses bien plus loin parce que les fonctions sont des objets, les types sont des objets, le code aussi est un objet. Et donc ça, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on peut faire de l'introspection, donc on peut regarder le code. L'introspection, c'est comme avec les humains, ça veut dire qu'on regarde à l'intérieur de soi-même. Donc Python a la capacité de regarder à l'intérieur de soi-même. Je vous montre très rapidement. Donc j'ai un petit fichier Python. Ce qui est en bas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est là, on a une super fonction Fibonacci.
avec du coup une variable n, une variable a, b et c, et une variable underscore qui est là. Donc je peux importer mon module, enfin juste mon fichier à côté. Merde. Si j'appelle la fonction Fibo de mon module Fibo, en fait c'est quoi? C'est l'interpréteur nous affiche que c'est un objet de type fonction. Super. En fait sur cette fonction on peut accéder au code de la fonction. Donc là quand je dis le code, c'est pas le code sous forme de texte, mais le code sous forme de bytecode. D'ailleurs là il y a un double underscore. Enfin, il y a double underscore, code, double underscore. Ça, c'est la gueule de toutes les Magic Functions, by the way. Voilà, du coup, on peut voir le code de la fonction, enfin, et que c'est un objet, et on peut l'afficher si on veut. Voilà, donc là, on a le bytecode de la fonction. Bon, c'est illisible, mais juste, voilà, on peut l'afficher. Et on peut afficher d'autres choses marrantes, par exemple, le nom de toutes les variables qui sont déclarées dans la fonction. Voilà, donc c'est ça l'introspection. Voilà, alors pourquoi je parle de ça? Parce que plus tard j'en aurai besoin, mais je risque d'oublier. Donc si je reparle pas d'introspection, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, on a vu Python, c'est sympa et tout, mais comment ça marche pour de vrai? Donc là, on a le graphe d'une... Enfin, on a un schéma qui explique comment est-ce qu'on interprète un langage. C'est valable pour à peu près n'importe quel langage. Le seul bloc particulier, là, c'est code object, parce qu'il n'y a que Python, en gros, qui stocke le code sous forme d'objet. Mais sinon c'est pareil partout. D'abord, on a notre code source sous forme de texte. Et ce texte, on va d'abord le lexer en token, en lexeur. Ensuite, on va le parser, ça va nous faire un arbre, un AST, un arbre de syntaxe abstrait. À partir de cet AST, on va pouvoir faire un control flow graph. Donc ça, en gros, c'est plein de petits blocs de code qui vont suivre un flux d'exécution. Et ça va permettre à l'interpréteur, à partir de ça, de compiler du bytecode. Et donc ce bytecode, en fait, Python le met en cache et on peut le... Donc c'est ce que je vous ai montré en affichant le code de la fonction tout à l'heure dans l'interpréteur. Et en fait, le code de tous les fichiers est accessible directement... en fait, Python le met en cache, donc il est accessible sur votre PC. Donc c'est le dossier PyCache. Moi je vais le... donc là, vu que mon interpréteur c'est Python 3.9, et ben j'ai un fichier qui s'appelle fibo.cpython 3.9.pyc, c'est pour compiler. Et j'ai le bytecode de mon fichier de gauche. Et donc ce bytecode, une fois qu'on l'a lexé, parsé, compilé, ça c'est ce que l'interpréteur va interpréter pendant tout le cycle, pendant toute la vie de notre programme. Et donc ça permet d'être un minimum rapide, parce que si on devait faire toutes les étapes du haut à chaque fois qu'on lisait une ligne de code, bah, ça serait assez lent. Voilà, donc ça permet d'avoir un compromis entre langage dynamique, parce que ça permet, enfin voilà, un langage dynamique et un langage assez rapide. Voilà, et là je vous montre l'architecture de CPython, enfin l'architecture du code de CPython. Alors pourquoi je vous montre ça? C'est pour bien comprendre que l'interpréteur que j'utilise, il est codé en C. Vous, votre 42SH, bah, il est codé en C. Enfin, ceux qui ont fait, ou Tiger, c'est codé en C. Donc, je vais expliquer un peu le schéma là. On a 3 dossiers qui sont pas très importants, mais qui contiennent ce qui fait le lexeur, le parseur, le compilateur et l'interpréteur. Dans l'interpréteur, c'est toute la machine virtuelle. Et les 3 dossiers qui est à droite là, en fait, c'est des dossiers qui contiennent... Donc dans Object, on a tous les
toutes les objets de Python classiques, donc les listes, les dictionnaires, les objets, tout ça c'est codé en C. Et on a deux autres choses, les modules et les librairies. Alors les modules, c'est quand on fait en Python, quand on fait import math par exemple, et ben en fait on a un module math qui est codé en C, mais en fait c'est ça qu'on va importer. Alors bien sûr le module math a été compilé avant. Et dans lib, et ben en fait c'est la même chose, sauf que c'est des modules qui sont plus haut niveau, qui sont écrits en Python. Et donc en fait ça permet deux choses. Ça permet d'avoir deux niveaux de représentation. Si on veut faire un module bas niveau qui est super efficace, ben on va le coder en C, on va le compiler et on va pouvoir l'importer dans Python. Par exemple, si on fait de la cryptographie ou du réseau, avec les sockets par exemple, ça va être codé en C. Et si on a des modules plus haut niveau, par exemple, pour parser, je sais pas moi, des CSV, ça on va pas se faire chier à le coder en C, ça va être codé en Python. Mais on va pouvoir l'importer de la même manière dans l'interpréteur. On va juste faire import CSV ou import SSL. Voilà, donc on a deux niveaux comme ça, sauf que pour l'utilisateur c'est complètement transparent. J'ai parlé un peu de machine virtuelle. On va se poser la question de comment est-ce que on gère la mémoire dans une machine virtuelle. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Ouais, par exemple. Ouais, bah, enfin, alors du coup ça c'est la méthode la plus simple. Oui, alors, à la question comment gère-t-on la mémoire, la première solution qui pourrait passer à l'esprit c'est on compte. Parce que du coup là il faut se dire qu'on est dans une machine virtuelle où on a des objets, on a des pointeurs sur des objets parce que c'est écrit en C. Et il faut pouvoir allouer les objets quand en Python on crée un nouvel objet et les désallouer quand on n'en a plus besoin. Du coup ce qu'on fait c'est on compte le nombre de références sur un objet. Quand il n'y a plus de références, on le désalloue. Donc ça marche bien et c'est ce qu'il y a dans Python actuellement. Le désavantage, c'est que c'est très galère parce qu'à chaque endroit dans le code, enfin vraiment partout dans le code source, on a des macros, donc là c'est decref et incref, donc pour décrément de référence et incrément de référence, où à chaque fois on va devoir compter, ah bah là j'ai un pointeur de plus, ou alors là j'ai un pointeur de moins. Voilà. Donc maintenant on se demande, ok, on a un super truc qui gère la mémoire, maintenant si on veut faire du multithreading en Python, qu'est-ce qui va se passer sur nos trucs qui comptent les références? Bah, on va avoir des problèmes parce que on va avoir plusieurs threads qui accèdent en même temps à la même référence d'un objet et du coup il y en a qui va l'incrémenter, l'un qui va la décrémenter. On sait pas trop ce qui va se passer, du coup on est obligé de protéger les références avec des mutex. Alors je sais pas si tout le monde voit ce que c'est des mutex. En gros, les mutex, c'est un truc qui est vraiment qui existe que dans le multithreading et qui permet de protéger les accès simultanés sur des objets. Et du coup, là, on est obligé de faire ça pour pas qu'il y ait de problème. Sauf que, comme j'ai dit, la stratégie de comptage de référence de Python, et bah, c'est très galère, il y en a partout dans le code. Et du coup, inévitablement, si à un moment on met des mutex, et ben en fait on va faire des deadlocks. Et du coup, un deadlock c'est quand il y a deux mutex qui sont en contradiction. Et du coup, en fait, l'interpréteur va freeze parce qu'il va plus réussir à faire son exécution. En fait, il va juste attendre que des threads se libèrent. Et comme ils vont tous bloquer, et ben l'interpréteur va juste s'arrêter. Du coup, c'est quoi la solution? La solution pour faire du multithreading en Python sans avoir de deadlock, et ben en fait, c'est pas c'est pas de mettre des mutex sur une référence, mais c'est de mettre en gros un super mutex sur tout l'interpréteur. Ça s'appelle le Global Interpreter Lock. Et ça veut dire que quand on a un thread qui exécute du Python, et ben en fait, il y aura que lui qui pourra exécuter du Python. Et quand il va avoir fini de faire son truc, il va lâcher le GIL, donc le Global Interpreter Lock, et c'est un autre thread qui va pouvoir exécuter du Python. Ouais. Bah, c'est pas particulièrement plus lent, mais c'est juste que du coup, bah, en fait, hop là,
point numéro 5, bah, tu peux pas faire de multithreading en Python. Voilà. Et du coup, il y a un module de threading. Tu vas pouvoir avoir plusieurs threads de Python, mais aucun va s'exécuter en même temps. En fait, ça va être complètement séquentiel. Donc c'est pas plus lent, mais c'est pas plus rapide. Voilà, donc ça c'est cool. Euh, voilà, donc tout ça c'est donc je rappelle, c'est la version C Python que tout le monde utilise et qui est écrit en C du coup. Maintenant, je vais parler d'un interpréteur. Oui. Et ben alors, la question c'est quoi l'intérêt de pouvoir faire du multithreading si c'est pas vraiment du multithreading? Et ben il y a souvent, alors on définit deux types de programmes. Il y a les programmes IO bounds et compute bounds. Donc en gros les programmes qui sont ralentis parce qu'ils essaient de faire beaucoup de lecture et d'écriture avec le disque. Et les programmes qui font beaucoup de calculs. Si on a des programmes qui font beaucoup de calculs, ça va servir à rien. Le multithreading en Python est inutile. Par contre, si on a des programmes qui font beaucoup d'écriture et de lecture, et ben en fait, pendant qu'ils écrivent et qu'ils lisent sur le disque, et ben l'interpréteur Python sert à rien. Et du coup, il peut très bien être exécuté autre part. Ça a répondu à ta question? Voilà. Et du coup, on peut se dire, ok, bah en fait, on va coder un interpréteur en Python, enfin un interpréteur de Python en Python. Ça a deux avantages. Déjà, Python, c'est beaucoup plus haut niveau que le C. Donc, on peut se dire que, je sais pas moi, si on a 10 millions de lignes de code pour écrire l'interpréteur Python en C, et ben en fait, on n'aura que, je sais pas moi, 100 000 en Python. Voilà, donc Python est un langage de haut niveau, donc c'est pratique. Et deuxième chose, bah, en Python, on gère pas la mémoire. Du coup, ça veut dire qu'on peut se permettre d'écrire un interpréteur sans gérer la mémoire. Ce qui est quand même, pour tous ceux qui ont codé en C, se disent bah, c'est super cool si j'ai pas géré la mémoire. Alors comme pour C Python, je vais faire un petit peu d'histoire pour situer la création de ce super interpréteur. Donc il a été créé en 2003 principalement par Armin Rigaud. Et cette fois-ci qui n'est pas hollandais mais qui est suisse. Et le but de ça, c'était de faire un interpréteur Python qui était alors 100% compatible avec C Python. Ça veut dire qu'on prend la test suite de C Python et on essaie de la faire passer sur l'interpréteur Python, enfin sur celui-là. Parce que si on a un interpréteur qui est un peu différent mais qui est un petit peu pareil, au final ça n'a pas trop d'intérêt. Donc le but c'est que ce soit 100% compatible et que ce soit extensible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut facilement rajouter des fonctionnalités sur notre langage. Le but aussi c'est que ce soit rapide. Ça va être grâce à deux choses, RPython et un JIT, et j'en parlerai juste après. Donc PyPy est un projet européen. Donc c'est un projet qui a été financé par l'Europe entre 2003 et 2007, je crois, un truc comme ça. Donc il y avait une équipe de chercheurs qui travaillait dessus, ça avait plusieurs objectifs. Pour situer, en 2003, les langages dynamiques, c'était assez récent. Et du coup, le but, c'était d'expérimenter qu'est-ce qu'on pouvait faire sur les langages dynamiques. Alors pour rappel, un langage dynamique, grosso modo, ça veut dire que nos variables ne sont pas vraiment typées et qu'on peut changer le type d'une variable plusieurs fois pendant l'exécution du programme. Donc par exemple, C et Camel sont des langages qui sont statiques parce qu'ils sont fortement typés. En Python, on peut écrire une variable, on peut modifier son type juste après, on peut écrire A égale 1, puis A égale Toto. En fait, ça va très bien marcher, il n'y aura pas de problème. Et on peut faire plein de choses, par exemple l'introspection en C, on ne peut pas faire d'introspection. Du coup, c'était expérimenter les fonctionnalités sur les langages dynamiques. Par exemple, j'ai parlé de garbage collector. On peut essayer, on peut se dire peut-être qu'il y a plusieurs types de garbage collector à faire et ça peut être intéressant d'essayer différentes choses. Deuxièmement, et alors quand j'ai appris ça, ça m'a étonné, mais le but du projet européen, c'était vraiment d'essayer
de tester différentes méthodes de développement. Ils ont testé la méthodologie agile en faisant du TDD et dans leur rapport, ils écrivent que ça marche super bien. Voilà, donc ils ont pu développer un super interpréteur. Le but aussi, donc c'était tout d'abord de se travailler sur les langages dynamiques, mais fallait choisir un langage du coup pour faire ça. Ils ont choisi Python parce que c'est un langage de haut niveau et que c'est assez facile à apprendre, dans le sens où on apprend vite les bases de Python. Et le but, c'était de faire une pipeline de compilation modulaire. Alors, on a un super schéma là, qui est séparé en 3 parties. Donc en haut, on a ce qu'on appelle le front-end, au milieu le middle-end et en bas le back-end. Le front-end, en gros, c'est le langage. Ça veut dire que ça correspond quand on a notre interpréteur, ça va être, ou notre compilateur, ça va être tout ce qui est lexing et parsing, et qui va être complètement dépendant de la syntaxe de notre langage, etc. Au milieu, ça va être notre lexing et notre parsing va transformer notre code en un langage intermédiaire, donc c'est la case du milieu, et ce langage intermédiaire va ensuite être transformé en binaire, et le binaire est complètement spécifique à un ordinateur, à une machine. Pourquoi est-ce qu'on va faire une pipeline de compilation modulaire? Si on a un front-end qui est capable qui fait 3 front-end pour gérer 3 langages différents, par exemple Python, C et Bash. Et ben on va avoir voilà, 3 front-end. Si on veut gérer 3 langages intermédiaires, bah pareil, on va avoir 3 bouts de code pour gérer les 3 langages intermédiaires. Et si on veut pouvoir compiler sur 3 ordinateurs différents, bah ça va le faire 3 back-ends. Et si on fait pas un truc modulaire et qu'on fait juste un gros programme, bah en fait on va avoir 3 x 3 x 3 programmes différents. Donc on va avoir 27 programmes différents pour pouvoir gérer les 3 langages front-end, les 3 langages intermédiaires et les 3 back-end. Donc comme c'est assez relou, et le but c'est de faire un truc modulaire, et au lieu d'avoir 3 x 3 x 3 bouts de code, on va avoir 3 plus 3 plus 3, si on arrive à relier le tout comme sur le schéma. Ouais, et du coup le truc c'est qu'en Python c'est beaucoup plus simple qu'en C normalement parce que c'est plus haut niveau. Voilà, c'est le postulat du projet. Alors je vais revenir sur l'interprétation, enfin comment est-ce qu'on fait l'interprétation en reprenant ces Python. Comme ça tout le monde aura les idées bien claires. On a un code source qui est écrit en C. Mais enfin en fait non, c'est le code source de ces Python qui est ici, donc c'est-à-dire qu'il faut parser des tokens, il faut faire un AST, il faut le compiler en bytecode, etc. Voilà, donc ça c'est du code source en C qu'on a ici. On va le passer dans GCC, ça va nous donner un binaire. Et ce binaire c'est notre interpréteur Python. Jusque là, on est bon? Allez, donc cet interpréteur Python c'est celui que j'exécute quand je fais Python. Voilà, et d'ailleurs c'est écrit, c'est compilé avec GCC 11. Voilà, et du coup ce binaire qu'est-ce qu'il fait? En fait c'est l'interpréteur c'est Python, du coup je peux interpréter du Python. Donc là j'ai mes 3 lignes de Python, voilà, je suis content. Mais en fait là j'ai 3 lignes qui font pas grand chose, mais en fait je pourrais très bien écrire mon code source de 42SH en Python. Plutôt que de l'écrire en C, je l'écris en Python. Donc ça veut dire que j'ai mon code source de 42SH qui est interprété par ces Python, et ce code source de 42SH, c'est un interpréteur qui interprète du bash. Est-ce qu'on est toujours bon? Voilà, du coup moi ce que je veux faire c'est pas interpréter du bash, ça m'intéresse pas, moi je veux interpréter du Python, parce qu'on est toujours sur Python. Donc en fait on aura un truc comme ça. Donc là c'est quasiment pas changé, mais on n'a plus le code source de 42SH mais le code source de PyPy, et qui interprète non plus du bash mais du Python. Ok. Super, sauf que c'est super lent. On se rend bien compte qu'en fait on a une étape de trop là, on a un interpréteur qui sert complètement à rien, et qui du coup en fait on aura un interpréteur qui est super lent parce qu'on aurait 2 étapes d'interprétation.
Du coup, ce qu'on voudrait faire pour rendre le truc rapide, parce que en fait, là, à partir de là, on remplit le postulat de, on peut avoir un interpréteur qui est modulaire parce que bah, c'est écrit en Python, un truc qui est 100% compatible. Le seul critère qu'on remplit pas, c'est la rapidité. Et genre là, c'est pas qu'on le remplit pas, c'est qu'on est genre méga lent. Du coup, ce qu'on voudrait faire, c'est un truc du genre, bah, on compile en fait notre Python pour avoir un binaire, plutôt que d'avoir un interpréteur qui est interprété, et ben en fait on aurait un interpréteur qui est compilé et donc ça aurait un binaire. Et ça permet d'interpréter bah, pareil du Python quoi, mais juste on a un binaire et c'est censé être plus rapide. Voilà, mais du coup, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut compiler du Python? Non, on ne peut pas compiler du Python parce que c'est un langage dynamique. Du coup, du coup on va utiliser ce qu'on appelle RPython. Du coup, RPython, c'est comme son nom l'indique, ça veut dire restricted Python, c'est un sous-ensemble de Python. Donc ça veut dire que tout ce qui est écrit en RPython peut être exécuté par mon interpréteur Python classique. Par contre, tout code Python normal peut pas être interprété n'est pas du RPython. Alors qu'est-ce que ça a de particulier RPython? C'est complètement typé statiquement. Ça veut dire que en Python normal, on peut changer le type d'une variable pendant le cours du programme. Là, on peut pas. Parce que sinon, on pourrait pas le compiler. Et en fait, il y a plein de petites restrictions comme ça. Par exemple, en Python, je peux écrire une liste du genre... En fait, je peux mélanger les types dans ma liste. Ah. Donc là, j'ai une liste avec un entier et une string. Et en fait, on peut pas faire ça en RPython parce que, pareil, en fait, c'est beaucoup trop dynamique et c'est beaucoup trop flexible pour être compilé. Voilà, donc on a plein de petites restrictions comme ça. Mais RPython reste un langage de haut niveau. Ça reste très pratique. Et ça peut être compilé. Donc ça veut dire que maintenant on a résolu notre problème. En fait, on peut compiler, on peut écrire notre interpréteur PyPy en RPython et le compiler. Voilà, du coup, comment est-ce qu'on compile du RPython? Et ben en fait, c'est presque comme si on compilait du C, mais va falloir faire quelques petits trucs. Parce que par exemple en C, on a les variables qui sont déclarées, enfin le type des variables est décrit automatiquement. On a int a égale 3 par exemple. Ben, en Python, c'est pas ça. Du coup, la première étape, alors, comme on lit le schéma, à droite, on a le langage dans lequel est écrit le bloc de gauche. Donc on a écrit, au lieu d'avoir écrit notre interpréteur Python en Python, comme là, ou là, on l'a écrit en RPython. Donc ça veut dire que maintenant, il est plus ou moins statique. On va faire de l'inférence de type. Donc ça, c'est un peu comme le mot-clé auto en CPP. Quand on a écrit auto, le compilateur, il arrive à déterminer le type parce que le type c'est le même durant toute la durée de vie du programme pour une variable. Donc on fait de l'inférence de type, on fait des trucs, voilà, on fait de la traduction. Et en fait, ce RPython va être traduit en C. Et à partir de ça, on va pouvoir passer dans GCC et on a un exécutable binaire. Donc genre, je vous montre ce que ça donne. Je reprends toujours le même code qui est à gauche. Et là, pour expliquer un peu à quoi ça sert target entry point, en fait, c'est pour dire à RPython, en fait, ça c'est mon main. Parce que vu que c'est pas un langage dynamique, il faut avoir un point d'entrée. Et voilà, donc des trucs un peu bizarres, mais on a argv qui va servir à avoir les paramètres de la ligne de commande. Ah. Hop. Voilà, du coup là je vais compiler mon fichier. Alors juste avant, pour montrer quand même que mon code Fibonacci marche bien. Fibo de 5 ça fait combien? Ça fait 5. Fibo de 8, voilà, bref, ça marche. Et
vu que Python est super dynamique, en fait, je peux afficher. Enfin, Python gère des nombres arbitrairement grands. Voilà. Vous êtes content d'apprendre la valeur de Fibo 100 000. Ah, du coup, je compile mon fichier Fibo. Voilà. Là, le truc qu'il affiche, c'est une fractale de Mandelbrot. Mais comme mon code est trop petit, bah, on n'a pas le temps de l'afficher. Voilà, si on compile un vrai truc, on peut voir des super fractales qui s'affichent. Voilà, donc 13 secondes de compilation, c'est long, mais ça vaut le coup parce que bah, après on a un fichier Fibo-C. Alors c'est du binaire, hein, c'est pas un fichier C. Mais voilà, Fibo-C parce que en fait avant ça a été écrit en C puis compilé, comme je vous ai expliqué juste avant. Et du coup ça je peux l'exécuter. Voilà. Il se passe quoi si je fais ça? Non, mon ordinateur n'explose pas. Ça overflow, ouais. Parce que du coup là, Fibo-C, c'est du RPython compilé. Et RPython, c'est pas dynamique, c'est pas du vrai Python. Enfin, c'est un sous-ensemble de Python. Et du coup, ça gère pas des entiers arbitrairement grands. Et du coup, on a un super overflow en fait. Alors, ouais, bon, j'ai mis 10 000 à la place de 100 000. Mais bon, l'idée est là. Ouais, du coup, là, c'est un, je sais pas, un int 64, un truc dans le genre. Et ça overflow. Mais on a réussi à compiler du Python. Donc, on est censé avoir un truc super rapide. Alors, en fait, c'est pas tout à fait suffisant pour deux choses. Enfin, c'est pas suffisant parce que en fait, nous, on veut aller plus rapidement, en fait, tout simplement. On va faire plus rapidement. Et le but, quand même, du projet européen, pour rappeler, c'est de tester des choses sur les langages dynamiques. Et il y a une chose qu'on a. Alors, il y a deux choses dont j'ai pas parlé. Ah, il y a trois choses. L'introspection. Comment RPython fait la traduction au début? En fait, alors c'est un petit détail, mais c'est intéressant. En fait, on va pas reparser le code source, parce que en fait, on a déjà un interpréteur Python qui sait le faire, et on a de la chance, il fournit le bytecode, donc le underscore underscore code underscore underscore, on peut le récupérer, et du coup, on peut directement utiliser le bytecode de notre fonction, enfin notre fichier, plutôt que de reparser. Du coup, en fait, alors, si ouais. Ici, là, en fait, on récupère le bytecode de notre code source plutôt que de le relexer, de le reparser et de le recompiler. Et à partir de bytecode, on peut faire l'inférence de type. Première chose. Deuxième chose, euh, ici, on a notre interpréteur qui est codé en C, mais bah, en fait, quand on a écrit notre interpréteur au tout début, on n'a pas géré la mémoire vu qu'on l'a écrit en Python. Du coup, ça veut dire que la chaîne de traduction, à un moment ou à un autre, et ben en fait, elle s'est mise à gérer la mémoire. Du coup, notre chaîne de traduction, et ben en fait, elle met un garbage collector dans notre code C. Voilà. En fait, quand RPython, c'est un langage qui est fait exprès pour coder des interpréteurs. Et ben en fait, alors c'est presque magique. La chaîne de traduction sait que, enfin après, on peut lui donner des petits indices, mais en gros, elle sait que qu'il faut mettre un garbage collector pour gérer la mémoire. Donc ça, c'est super. Et en plus, si on a fait un truc modulaire, et ben on peut juste dire, bah tu mets ce garbage collector, par exemple par stratégie de comptage de référence ou minimark, enfin ou plein de trucs, on peut en fait choisir le garbage collector qu'on met de notre interpréteur quand on le compile. Et troisième chose, euh, bah oui, en fait, troisième chose, on a un langage qui est dynamique, du coup, enfin, Python est un langage dynamique. Du coup, c'est pour ça qu'on peut pas le compiler. Et on peut uniquement avoir du bytecode. Mais en fait, ce qu'on pourrait faire, ça s'appelle un JIT. Alors, JIT, c'est quoi? C'est un Just-in-Time Compiler. C'est la dernière slide. Alors, je sais pas par où commencer.
En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est quand on exécute notre bytecode, si on exécute 1000 fois une instruction, enfin on a une boucle qui exécute 1000 fois la même instruction et on se rend compte que bah, au bout de la millième fois, la variable a, donc si par exemple Fibo, la variable a, et bah, elle est toujours de type int. Et ben on se dit, ok, avant je pouvais pas savoir que c'était que du int, mais si pendant 1000 fois bah, c'est un int, bah, je me dis que la 1001e fois c'est aussi un int. Et la 1002e fois aussi. Et du coup ça on va pouvoir l'optimiser. Et en fait il y a plein d'optimisations qu'on peut faire comme ça, où en fait on se rend compte que sur une certaine partie du code, bah, il y a certaines caractéristiques, et bah du coup on va pouvoir l'optimiser. Alors plus en détail, et si j'utilise les termes techniques, ça s'appelle un tracing JIT. Tracing parce qu'en fait on va tracer le code, on va mettre des petits trucs qui regardent, enfin des petits capteurs sur le code, on va dire, qui regardent le type, ou par exemple si une variable vaut toujours la même valeur pendant un certain moment, bah, en fait c'est une constante, et juste on va pouvoir l'écrire, on va pouvoir le compiler, notre bout de code, donc notre bytecode, on va pouvoir le compiler en binaire avec les optimisations qu'on a faites. Comment ça marche pour de vrai? Donc là j'ai remis ce qu'on avait au début, on a parsé notre source code, on a eu des tokens, on a fait un abstract syntax tree, on a eu un bytecode. Et c'est ça qu'on va exécuter dans la REPL. Et maintenant le JIT, donc le Just in Time Compiler, il va différencier le code en deux bouts différents. Il va avoir le code qui est froid et le code qui est chaud. Le code qui est froid, c'est du code qu'on n'a pas encore vu beaucoup, ou alors qui n'arrête pas de changer. Donc par exemple, on a une variable a qui a un int, puis après une string, puis après c'est un objet. En fait, ça n'arrête pas de changer. Du coup, on va considérer qu'il est froid, qu'on peut rien faire. Donc on va juste l'évaluer. On va évaluer notre bytecode et on passe à l'instruction suivante. Maintenant, le code chaud, c'est le code où on a vu que pendant 1000 fois, il avait la même particularité, la même caractéristique. Du coup, on va dire, ah, ce code, la prochaine fois que je passe dessus, en fait, je vais pas juste l'évaluer, on va faire tracing, optimization et compilation. Donc en gros, optimisation, c'est on va chercher toutes les optimisations qu'on peut faire dessus et on va le compiler en binaire cette fois-ci. Donc ça veut dire qu'on... Oui. Ouais. Alors après, en gros, il y a des heuristiques qui permettent de dire... là, le truc, au bout de la 1001e fois, si c'était pareil pendant les 1000 prochaines, les 1000 fois d'avant, et je fais certaines optimisations. Ça, c'est truc basique. Il y a des heuristiques qui sont qui sont très compliquées, ou qui testent plein de petits paramètres. Random, oui, sûrement que ça pète ton truc, hein. À mon avis, tu peux chercher à péter le JIT pour faire en sorte que ce soit super lent, si tu veux. Oui, bon bref, du coup on a du binaire et on va remplacer notre bytecode compilé en binaire. On va le remplacer en fait, on va prendre le bytecode, on va l'enlever, on va mettre le binaire et comme ça va être juste plus rapide. Ça, donc c'est super cool parce que ça veut dire que si on a du code qui tourne pendant assez longtemps et qui est très algorithmique, donc c'est souvent les trucs algorithmiques, les variables bougent pas trop, ça va être super rapide à partir du moment où on aura tourné assez de temps pour que le JIT comprenne que c'est du code chaud. Mais du coup, ça veut dire que si notre code tourne pas assez longtemps, ou quand on fait des trucs qui sont impossibles à optimiser, parce que on fait de l'écriture sur disque et que le Python va pas pouvoir optimiser l'écriture sur disque, et au final, notre JIT, ça sera pas très utile. C'était l'avant-dernière slide. Enfin, la avant-dernière slide. Du coup, là, j'ai fait un petit benchmark qui date de l'année dernière. Du coup, c'est pas Python 3.9, ça va être Python 3.8. Comment est-ce qu'on lit ces benchmarks? Les deux du haut, c'est j'ai implémenté l'algorithme Eratosthène Alors, je l'ai écrit en Python
et je l'ai écrit en C. Je garantis pas que mon algo en C est le plus optimisé, mais bon, j'essaie de faire un truc à peu près équivalent. En bleu, là, c'est l'interpréteur PyPy. Alors, je vais juste montrer quand même. Euh, j'ai pu exécuter mon code Python avec Python 3.9, qui est CPython compilé avec GCC. Et en fait, j'ai l'interpréteur PyPy, bah, c'est tout pareil, mais bon, là, il gère Python 3.7, il a quelques versions de retard. Qui a aussi été compilé avec GCC 11, parce qu'il y a un moment où je vous dis que l'interpréteur il a été traduit en C, puis compilé. Voilà, et juste pour vous montrer que je suis pas un mytho. Voilà, ça marche pareil en fait. C'était le but, c'était que ce soit 100% compatible. Et du coup là, si on regarde les benchmarks en haut, en bleu, on voit que l'interpréteur met beaucoup de temps à se mettre en route. C'est pour ça qu'on commence tout le temps minimum à 0,15 secondes. Qu'est-ce qu'on remarque aussi que CPython très vite, bah, en fait qu'il a une croissance linéaire, comme tous les autres algos, mais lui c'est très linéaire très vite. Et bah, qu'en fait bah, c'est pas très intéressant, enfin qu'au bout d'un moment, bref, il est beaucoup trop lent. À droite, c'est la même chose, mais j'ai enlevé ces pitons parce que c'était trop lent et du coup j'ai pu faire des tests en allant cherchant des nombres premiers beaucoup plus grands. Donc là j'ai mis jusqu'à 100 millions, 10 puissance 8. Il y a un truc qui est intéressant à noter, donc Python est plus lent que le C quand même. Ça n'a pas révolutionné le monde, mais c'est quand même pas mal. Et RPython, donc en gros j'ai compilé mon Fibo avec RPython, c'est plus rapide que C. Et bah ça c'est parce qu'il y a des optimisations qui ont été faites à la traduction qui ont fait que c'est plus rapide. Du coup là c'est un exemple de 5 lignes de code, donc ça marche bien. En vrai je vous ai dit RPython c'est un langage qui permet de coder des interpréteurs, du coup on n'est pas censé écrire son code Python en RPython. Donc là c'est juste parce que bon, c'est marrant et je vais vous montrer. Et l'exemple du bas c'est pareil mais avec Fibonacci. Et en RPython et CPython sont confondus sur la ligne du bas, c'est pour ça qu'on les voit pas. Voilà. Pour finir, l'interpréteur PyPy est toujours en développement. Voilà, il a quelques versions de retard. Là, la dernière version qui est sortie, c'est la version 3.7, alors que la dernière version de CPython, c'est la version 3.10. Mais voilà, donc c'est encore en développement. Et ils ont sorti, enfin, vu que c'était un projet open source, le projet open source, ils ont fait plein de tooling autour de ça. Et notamment, ils ont développé une test suite, enfin des toolings de test pour pouvoir tester la compatibilité avec CPython. Et il y a un outil qui s'appelle PyTest, normalement vous connaissez bien, enfin ceux qui ont fait du Python vous connaissez. Bah, en fait, ça a été développé à la base pour tester l'interpréteur PyPy. Voilà, j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Non. Si je reviens là-dessus. Alors la question c'est, en gros, est-ce que on peut écrire des listes avec des types différents avec PyPy? Alors, s'il y a un truc sur lequel il faut se fixer, c'est que PyPy c'est un interpréteur de Python. Et la spec de Python dit, bah, ça c'est possible. Donc tout ce qui est possible enfin, en fait, tu as un code Python et juste tu choisis l'interpréteur. C'est comme si tu choisissais Clang ou GCC. Bah là, tu choisis CPython ou PyPy. Et peut-être que Clang fera tourner, si t'écris du C, peut-être que Clang compilera un code un peu plus optimisé que GCC. Ou GCC, peut-être que sur certaines parties, certains trucs sont plus rapides. Et bah là c'est pareil, CPython il va être plus fort
pour gérer, je sais pas moi, enfin, la cryptographie par exemple, et PyPy il va être plus rapide sur les trucs algorithmiques. Et juste pour que ce soit rapide, on cherche un moyen pour compiler du Python. Et du coup, l'interpréteur PyPy, il n'est pas vraiment écrit en Python, il est écrit en RPython. C Python c'est écrit en C, PyPy c'est écrit en RPython. Mais au final, ce qu'on a, c'est un binaire qui interprète du Python. C'est clair? En RPython, on peut pas, parce que RPython, il faut que ce soit un langage le RPython peut pas être dynamique, sinon on peut pas le compiler. Mais du coup, oui, ça veut dire que l'interpréteur Python, PyPy, est écrit dans un langage un peu relou, quoi, enfin, où tu peux pas faire n'importe quoi. Voilà. Ouais, et du coup, là-dedans, je vous ai dit, à un moment, quand on écrit le code en C, enfin, quand l'interpréteur C, quand il est écrit, il y a un garbage collector qui a été plugin dans le code. Et ben en fait, pour le JIT, c'est pareil. On peut lui dire, bah, tu mets un just-in-time compiler dedans. Et en fait, c'est la pipeline de traduction RPython qui est faite pour ça. Et donc, on pourrait très bien écrire un interpréteur de JavaScript en Python. Et dedans, il y aurait un garbage collector et un JIT. On pourrait aussi écrire 42 SH en RPython, au final. Ça marcherait super bien. Oui, le gain du. Ouais, alors la question c'est le gain de vitesse, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il vient principalement du JIT? Oui, et d'ailleurs, ça se remarque parce que on voit qu'il y a un petit temps avant qu'il commence à être boosté. Parce qu'en fait, c'est le temps que le tracing JIT capte qu'est-ce qui peut être optimisé et qu'est-ce qui peut pas être optimisé. Mais parce que c'est du C et c'est trop galère. Non, la vraie question, en vrai, j'en sais rien, mais c'est un langage qui est énorme. Et c'est pas. Bah, en fait, je pense que. Ça, en vrai, je sais pas, je connais pas les développeurs de C Python. Mais un des objectifs de l'interpréteur PyPy, c'est que ce soit modulaire. Ça veut dire qu'on puisse rajouter des blocs. Par exemple, il y a un truc qui est pas possible en C Python. Enfin, il y a un truc qui s'appelle le Python stackless. Je sais pas si tu connais. Et en gros, comme son nom l'indique, stackless. Ça veut dire qu'il n'y a pas de stack. Et tu peux, du coup, théoriquement, faire de la récursion infinie. Et ben, en PyPy, c'était assez simple. Je sais pas, on a viré quelques blocs, on a mis des blocs de Python stackless et ça marchait. Alors qu'en C Python, bah, c'est deux interpréteurs qui n'ont rien à voir parce que c'est beaucoup trop difficile d'implémenter ça dans C Python. Et pareil pour le JIT sûrement, et pareil par exemple pour le Global Interpreter Lock, c'est trop galère de l'enlever, et du coup on l'enlève pas. Sur PyPy? Si, il y a un JIT, oui. Attends. Ah, alors je crois que si, c'est drôle, mais si. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Peut-être qu'ils ont testé différentes méthodes et qu'au final ils ont fait ça parce que leur objectif c'était pas vraiment de faire du multithreading en Python. J'en sais rien. Je m'avance un peu. Je suis pas sûr qu'il y a un deal, mais je crois qu'il y en a un. Oui. Ouais. Euh... Oula, alors là, pas du tout.
Alors la question c'est est-ce que vu que la chaîne de compilation RPython rajoute un garbage collector dans l'interpréteur, est-ce que ça rend le truc plus lourd? Bah dans ces Python aussi il y a un garbage collector, tout simplement. Du coup c'est peut-être que ouais il y a peut-être quelques mégas de différence, mais au final faut bien qu'il y ait un garbage collector pour gérer la mémoire, donc peut-être que c'est un peu plus lourd, je sais pas, je suis pas allé voir la taille des binaires. Mais non, dis-toi que c'est quand même bien optimisé. Je sais pas si ouais, je vais regarder si tu veux. Comment c'est? Merde. Bon super, c'est un lien symbolique. Bon tant pis. Oui bon bref tant pis. Mais non, probablement pas. La taille est sûrement similaire. Oui. Euh, alors je pense que ça fait à peu près la même chose. Mais en fait Numba c'est pas un JIT hein. Numba il va. Ah si, Numba c'est un JIT. Si c'est un JIT oui. Oui je pense que ça fait à peu près le même genre de choses. Alors la question c'est est-ce que le. Alors Numba pour ceux qui savent pas c'est une bibliothèque Python qui permet de JIT, donc en gros de faire un just-in-time compiler sur certains bouts de code. En fait c'est une bibliothèque qui est géniale parce qu'on peut mettre juste un décorateur sur des fonctions et ça les JIT. Je crois que ça fait à peu près la même chose, oui, parce que ça compile en C. Enfin oui, je pense que ça fait à peu près la même chose. Ah, t'as testé avec quoi? Dans l'interpréteur Python? Avec Numba, tu veux dire? Bah, je sais pas en vrai comment Numba fait ses trucs. Peut-être que ça passe par le C et que du coup ça gère pas aussi bien les grands nombres que ce qu'on voudrait. En fait, regarde la doc de Numba et peut-être ils te diront les limitations. Je sais pas. Non, parce que encore une fois, PyPy n'est qu'un interpréteur au même titre que ces Python. Ils sont censés gérer la même chose, c'est-à-dire une spécification sur Python. La manière dont PyPy interprète le Python peut être différente de ces Python, mais le résultat doit être identique. Sauf peut-être pour des trucs de la mémoire, par exemple les adresses mémoire sont pas forcément les mêmes, mais le résultat est identique. Bah, d'ailleurs c'est ce que j'ai montré hein. Si je fais ça j'ai le même résultat qu'en C Python. Alors c'est peut-être l'exemple le plus pourri que j'ai, mais en même temps j'ai pas codé un truc super compliqué. On est bon? Bah merci de m'avoir écouté.